Lectures anthropocènes. Lecture anthropocène. Lectures anthropocènes. Bonjour, je suis Bérénice et j'ai envie aujourd'hui de vous lire un extrait de Viendra le temps du feu de Wendy Delorme, publié aux éditions Cambourakis en 2021. Sa génération et celle de ses parents ont vu des millions de jeunes disparaître en une seule saison, lors d'une grande canicule. On ne les écoutait pas. Toutes leurs protestations n'avaient mené à rien, aucune décision concrète et globale, rien qui donnait espoir. Tout d'abord, le suicide de Gaia Walden. Les médias moquaient autant qu'ils encensaient cette gamine frêle qui faisait la morale aux grands hommes d'État. On l'invitait partout et de sa voix fragile, elle parlait du futur, priait pour qu'on l'entende, de même que tous les jeunes qui, comme elle, voyaient les adultes ne rien faire pour la terre, les forêts, pour l'eau des océans et l'air qu'on respire. On s'arrachait à Gaia comme une jeune pop star. On la voyait sans cesse et sur tous les écrans, on entendait sa voix chaque jour à la radio. Son nom était cité partout sur les réseaux, mais rien ne se passait. Ni les gouvernements, ni les grandes entreprises ne semblaient prendre acte. Les jeunes qui portaient des t-shirts imprimés à son effigie commençaient à penser que ça ne servait à rien de prier les adultes. Gaia et le mouvement des jeunes pour la planète, qu'elle avait cofondé avec 3 autres filles, contestait notamment les rapports du Conseil international d'action pour le climat. Parce que le Conseil comptait dans ses experts seulement des personnes mandatées par les 7 grands alliés, les 7 puissances mondiales. Leur dernier sommet avait donné prétexte au blocage des frontières de tout le territoire cette même année, quand des millions de personnes des 4 coins du monde étaient venues par tous les moyens possibles pour manifester contre la parade des puissants, dénoncer l'inertie de la Ligue des 7 et la langue de bois dont on les abreuvait. Lorsqu'une grande canicule, la 10e en 3 ans, a été annoncée au début du printemps, Gaia a convoqué une conférence de presse. L'événement a eu lieu dans la capitale de notre territoire, au tout dernier étage de la tour des médias au centre de la ville, pour en faire un direct avec retransmission, traduction en 5 langues. Lorsqu'on l'a appelée à 15h à l'estrade, elle est apparue plus chancelante et maigre qu'on ne la connaissait. Elle semblait affaiblie. La petite conquérante, icône des 12-20 ans. Un murmure frémissant a parcouru la salle. Elle a pris son micro et puis l'a reposé. Sans rien dire, lentement, elle a versé sur elle et partout autour d'elle ce que l'on croyait être une bouteille d'eau, en signe symbolique de l'eau qu'on gaspillait dans les grandes industries, les usines textiles, agroalimentaires. Quand elle a pris ensuite un briquet dans sa poche, il était bien trop tard. La scène a flambé, les vigiles ont couru vers les extincteurs, mais avant qu'ils parviennent jusqu'à son corps en feu, elle s'était projetée contre la baie vitrée au 12e étage de la tour des médias. Les chaînes d'information ont des heures durant passé et repassé l'image de ce corps, cette boule de feu qui tombait dans le vide. Ma mère avait 11 ans. Elle voit sur les kiosques les gros titres en gras. Suicide d'une icône pour sauver la planète. Les méfaits de la pensée apocalyptique. Catastrophisme et dépression, Gaia se défenestre. Le mouvement initié par Gaia perd officiellement sa crédibilité dans tous les grands médias. Les hommes politiques, tout en portant le deuil, parlent fort du danger de son radicalisme, de son pessimisme mortifère. La charte mondiale d'engagement des États à agir pour la Terre, que la jeune militante voulait faire adopter, est qualifiée d'entrave au développement de la science et du progrès technique, et sera rejetée par toutes les instances internationales. Les jeunes qui font depuis 3 ans des marches silencieuses inspirées par Gaia, qui chaque été voient les canicules revenir plus fréquentes et meurtrières sans que rien ne change dans la législation des grandes industries, perdent déjà, avant la mort de leur meneuse, espoir en l'avenir. Cela commence d'abord très silencieusement. Ils se mettent à maigrir, cessent de s'alimenter sans revendication.
Il ne s'agit pas là d'une grève de la faim, ils savent que les adultes n'écoutent jamais rien. Ils se sont rendus compte, bien avant son suicide, que leur inspiratrice servait de paravent, de distraction publique, qu'il ne se passerait rien, absolument rien, de grand, de concerté, et qu'on leur a menti en leur disant que les dirigeants se soucient du futur de la Terre. Chaque jour, les scientifiques décrivent en détail comment les océans deviennent trop acides, asphyxiant les coraux, le plancton, les poissons. Comment les sols, partout de plus en plus toxiques, font mourir des espèces un peu plus chaque jour. On sait déjà qu'au sud, la dernière sécheresse a tué des centaines de millions de personnes. On sait aussi qu'au nord, les barrages immenses n'endiguent plus rien et que jour après jour, l'eau salée grignote tout, les ports et les immeubles. On évacue les villes, année après année. Celles qui ont des ports ou qui longent les côtes, on reconstruit plus loin, mais déjà des quartiers entiers ont disparu. Et des inondations effacent des villes entières en quelques jours seulement. Les jeunes des pays riches suivent obsessionnellement chaque jour sur les réseaux ce journal mortifère du monde qui s'effondre. Ils avaient un espoir, maintenant ils ne l'ont plus. Ils veulent oublier, disparaître et punir les adultes qui, eux, n'ont rien voulu entendre, rien fait pour leur avenir. 24 heures seulement après l'immolation de la petite Gaïa, une jeune fille brûle vive à l'entrée du collège que fréquentait ma mère. Un matin, à 8 heures, juste quand la sonnerie bat le rappel des classes, un brasier s'élève autour d'une jeune silhouette qui s'était elle-même enchaînée à la grille. Dans la journée qui suit, 2 autres adolescents s'immolent dans des lycées, causant des incendies. Les établissements sur tout le territoire sont alors placés sous haute surveillance. Les sacs sont fouillés. Les jeunes sont interdits de briquets, allumettes et matières inflammables. Les adultes se disent que la situation va s'apaiser d'elle-même. Peu de jeunes ont la force de se faire brûler vifs, espèrent les parents. Mais la plupart pratiquent la résistance passive en cessant de manger. Ils s'évanouissent en classe, refusent de s'hydrater. La photo d'un garçon qui s'est cousu les lèvres pour ne rien avaler, mensonge ou aliment, fait le tour des réseaux. Les médecins, les médias commencent à s'alarmer de la recrudescence des cas d'anorexie chez les adolescents. On leur pose des sondes pour les nourrir quand même. Ceux qui restent s'organisent, en silence, mais sûrement. En groupe, seuls ou à 2, ils prennent des stupéfiants jusqu'à l'abrutissement, avalent toutes les pilules, drogues et somnifères qu'ils peuvent trouver. Certains s'ouvrent les veines, seuls ou mutuellement. Dans tous les hôpitaux, des brancardiers affluent, les bras chargés de corps. Les collèges, les lycées sont en état d'urgence, les psys sont affolés. Mais rien n'enraye la vague jusqu'à ce jour de mai, le grand point culminant, la date fatidique, où l'immense chaleur arrive encore plus tôt que les années d'avant. Des grappes de jeunes corps tombent du haut des toits comme une pluie de fruits verts abattus par la grêle lors d'une grande tempête. Des centaines de jeunes se donnent la mort en sautant dans le fleuve, ou bien des immeubles, des cages d'escalier. Les morgues ne savent plus que faire des familles effarées sous le choc. Près de 30% des jeunes du territoire sont morts en 12 semaines. La plupart venaient de familles aisées, dotées d'un capital socio-culturel des plus avantageux. Les jeunes qui ne meurent pas brûlent les banques, les voitures, les supermarchés, les sièges sociaux des grandes entreprises. La police, les pompiers, les travailleurs sociaux, tout le corps médical est prêt à imploser. L'urgence est sanitaire, sociale, politique. Le territoire connaît une crise sans précédent et ne se réveillera de ce cauchemar immense que pour faire le deuil du monde d'avant. Car le grand pacte national fut voté par référendum à l'unanimité 18 semaines après la première journée où l'on a retrouvé en bas de chaque immeuble des dizaines de corps de jeunes hommes et jeunes filles. Ma mère a survécu à cette période-là, contrainte et forcée par l'ultra-vigilance de ses propres parents. Aucune sortie le soir, pas d'accès aux écrans. Sa mère l'accompagnait, ainsi que ses 2 frères, à chaque activité, périscolaire ou non. Elle n'a pu assister aux grandes manifs de jeunes contre la destruction de l'environnement que sous haute surveillance. Quand sa mère jugeait les slogans radicaux ou bien trop déprimants, elle ramenait sa fille. Et bientôt les manifs ont été interdites à cause des casseurs. Les lanceuses d'alerte, proches de Gaïa Walden, 3 jeunes filles de 16, 18 et 19 ans, qui habitaient chacune un pays différent, ont été mises en cause pour incitation à la révolte en masse. L'une d'elles avait appelé sur les réseaux les jeunes à tout casser si on ne les écoutait pas, là où ils vivaient. Il y a eu des rues aux vitrines brisées, des révoltes de masse.
Les médias se sont tous accordés pour dire que la jeunesse était devenue folle. Des centaines d'adolescents ont été arrêtés, contrôlés, relâchés sous semonce ou bien condamnés à des travaux d'intérêt général pour destruction de biens et troubles à l'ordre public, appel à la violence. Ce n'était qu'un début. Lorsque s'est abattu au tout début de mai la chaleur écrasante que l'on redoutait tant à chaque nouveau printemps, et que les jeunes ont commencé à se détruire eux-mêmes, ma grand-mère a retiré ses enfants du collège, a jeté les couteaux, ciseaux, éthers, javel, sacs plastiques, coupe-papier, installés aux fenêtres des locaux cadenassés. Sans cette vie sous clé, ma mère serait morte comme la plupart des filles qui se rendaient en classe ou au sport avec elle. Elle se rappelle cette période-là de son adolescence comme une sorte d'étau. Ses frères et elle s'accordent malgré cela pour dire aujourd'hui que leur mère voyait juste. Rien ne les aurait retenus en ce monde, n'était sa détermination à elle, leur génitrice. À 11, 12 et 15 ans, ils avaient déjà fait une croix sur le futur, persuadés que lorsqu'eux atteindraient l'âge adulte, le monde ne serait qu'une grande désolation. Ils avaient grandi dans l'idée que la Terre collapserait sans doute de leur vivant à eux. Ils voyaient les adultes s'alarmer sans rien faire. Trier les déchets semblait si dérisoire. On savait qu'ils allaient dans de grands containers, être compressés puis jetés à la mer ou dans des territoires déjà contaminés au point qu'on ne pouvait plus en cultiver les sols. Le mépris immense où les tenaient les adultes avait mué leur colère en désespoir total, mais la surveillance étroite de sa mère angoissée a protégé la mienne d'intégrer le complot de millions de jeunes contre leur propre vie. Les mois qui ont suivi les suicides en masse et le vote du pacte, le réseau de données a été limité et le sujet du climat interdit de causerie médiatique. Les écoles de médecine, dans les formations psy, ont développé une nouvelle spécialité, gestion et prévention du stress climatique. Les jeunes qui restaient, qui avaient survécu à cette période morbide, se sont vus assigner des rendez-vous mensuels en suivi psychiatrique. Le renouvellement de la population fut déclaré urgence nationale. Le vieillissement structurel et la baisse continuelle du taux de natalité étaient problématiques depuis des décennies. Les femmes ne voulaient plus mettre au monde d'enfants, persuadées qu'ils vivraient la fin du monde connu. L'avortement fut proscrit, l'accès à la contraception limité à certains groupes sociaux. L'éducation sexuelle à la procréation est devenue depuis matière à gros coefficients dans les programmes scolaires. Les maladies sexuellement transmissibles sont dépistées chaque mois avant la mise en paire. Puis s'ensuit la série d'examens annuels de la fertilité pour les couples qui n'arrivent pas à contribuer. L'échéance pour nous est arrivée. Lectures anthropocènes. Lecture anthropocène.